Bonjour à tous. Eh bien, on va démarrer avec un petit peu de retard, mais on va essayer de rattraper ça rapidement. On sera dans un instant Sébastien Célestine, qui est le représentant, le repreneur de la librairie générale. Un des repreneurs. Un des repreneurs de la librairie générale, ce qu'on appelle l'affaire Jason. On va en parler dans un instant. Un peu plus tard, on va recevoir Marilène Ferdi et Mariette Montpierre. On parlait cinéma, puisque Mariette est en train de préparer une série, elle aussi. Ensuite, Claude Cuavec, président du CEDAC, vient de parler de la programmation du CEDAC. Et puis, on va terminer avec Madame Cécile Avieux, qui est directrice technique et artistique de la Fédération Danse de la Guadeloupe. Sinon, l'actualité, on va revenir sur une opération qui s'est faite hier à la Maison de la Presse à Basse-Terre, avec des journalistes et des enseignants, bien sûr avec des élèves. C'était très intéressant. Vous verrez 2 reportages pour le prix d'un. Et vous saurez un peu comment ça s'est passé avec ces enfants. Le Lamentin vote motion dans le cadre du non-lieu chlordécone. Il demande de reconnaissance de responsabilité de l'État. Loane Duhamel était sur place. On va en parler encore. La visite du préfet sur la plage de Sainte-Anne pour la question des sargasses. On en a beaucoup parlé au cours de la réunion sur la coopération caraïbe. Et puis le quart d'heure de lecture à l'école de Grand Camp avec la rectrice, c'est Michel Depape. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous. On commence tout de suite avec l'actualité très rapidement. On retourne vers Basse-Terre. Il y a eu donc hier, je vous l'ai dit, une rencontre entre des journalistes guadeloupéens, des élèves et des enseignants. C'était à la Maison de la Presse, une manifestation très intéressante qu'il va falloir bien sûr renouveler. Reportage Olivier Félix et après Gérard Loiseau. Je travaille avec les enfants depuis quelques années et ce projet-là, ça me tenait déjà à cœur depuis bien longtemps. Et j'ai observé qu'effectivement, les enfants ne connaissaient pas vraiment les médias. Donc, j'ai bien sûr eu la chance de rencontrer M. Zandrounis. On a échangé et puis le projet a été validé. Il faut nous élèves et personnellement, moi, je pense que je ne suis pas dépassé, mais qu'il faut aussi passer la main. Et il est important avec ces enfants de primaire, faire comprendre les rouages de la presse en général et donner aussi à lever cette vocation. On devient aujourd'hui primordial de permettre à des jeunes Guadeloupéens de devenir journalistes ou encore d'autres métiers au niveau de l'audiovisuel. Être journaliste, ça peut nous donner de l'information et ceux qui sont, enfin, les réseaux sociaux nous disent des choses fausses. Je suis sûre que c'est bien et vu que j'ai vu beaucoup de journalistes, je pense que leur travail, ils travaillent très dur pour nous faire des journaux qu'on ne lit pas des fois. Moi, je regarde plutôt sur la télé ou sur ma tablette, mais sinon, je ne regarde jamais les journaux. On a à peu près 60 élèves, donc là-dessus, on a une dizaine d'élèves qui connaissaient peut-être la radio, mais le fonctionnement encore, cette joie de faire de la radio ou même de l'audiovisuel, parce qu'on en a profité aussi pour montrer le studio de montage de nos confrères de News Antilles en vidéo. Donc cela peut créer l'émulation par rapport à ces enfants et permettre à ces enfants de faire de la radio. Il y a même déjà des promesses des enfants qui veulent revenir avec leurs parents. Ils ont des questions pertinentes parce qu'on voit bien que l'équipe enseignante les a préparés. Donc c'est formidable, les collègues se sont engagés. Et voilà, les élèves ont pris le temps, oui. Franchement, j'étais agréablement surprise par certaines questions, surtout des élèves de CM2. Donc ils vont rentrer au collège l'année prochaine et c'était vraiment très enrichissant l'échange. J'aurais bien aimé poursuivre en ce sens et avoir d'autres projets. Pourquoi pas réaliser de petites émissions avec les élèves, même en les sélectionnant s'ils sont intéressés. Un réseau, par exemple, dans tout le monde, un réseau pour diffuser dans tout le monde. Oui, ce qu'on appelle un site internet. Donc tu as un site internet qui est hébergé chez un hébergeur, hein, comme on le dit. À travers ce site internet, ça permet à tout le monde de t'écouter à travers le monde. C'est-à-dire dès qu'il tape l'adresse www.rhtguadeloupe.fr sur son ordinateur, à travers le monde, tu peux écouter la radio. 24/24. RHT est écouté partout, puisque bon, il y a aussi, avec Internet, on peut être écouté partout. Oui, encore une question? Et comment on fait pour, si par exemple c'est en espagnol ou en anglais, comment on fait pour traduire
pour les employés ou les invitation qui est à l'initiative de Madame Colombo Olga, qui est animatrice du périscolaire à l'école et qui avait des contacts, notamment avec Monsieur Zandronis. Et Madame Colombo m'a parlé de la Maison de la Presse qui s'était récemment installée à Basse-Terre. Et on en a profité pour éduquer les enfants aux médias et faire une sortie justement pour mettre les enfants en acte, en contact avec des journalistes, donc des professionnels de la presse, et pour faire une vraie éducation à la presse en fait, faire la différence avec la presse et les réseaux sociaux, parce qu'on sait que les enfants très jeunes, nous avons des élèves qui sont à l'élémentaire, mais ils ont déjà des téléphones portables et les enfants vont sur les réseaux sociaux et malheureusement voient passer toutes sortes d'informations et qui ne font pas de différence entre les informations et les fake news. Donc c'est une éducation. J'espère que ça va susciter des vocations et qu'il y en a qui étaient touchés. Je sais, ils ont beaucoup parlé, ils ont posé des questions très pertinentes parce que les collègues les ont bien préparés en classe. Et vraiment, et les enfants ont bien compris aussi que le message qui était à faire passer, c'est que le métier de journalisme est un vrai métier où on est responsable des informations que l'on publie. Le journaliste signe son article et les sources sont toujours vérifiées. Donc voilà, donc s'il y a des vocations, ben, c'est formidable. Moi, c'est permettre aux jeunes Guadeloupéens de voir qu'est-ce que c'est la presse en général, la presse écrite, la presse audiovisuelle, et aussi permettre de découvrir comment fonctionne une radio, surtout une radio associative, et aussi permettre à mes confrères, hein, vous allez voir aujourd'hui que nous avons des confrères de tous médias confondus, donc ce n'est pas une affaire personnelle RHT, c'est plutôt une affaire de la presse guadeloupéenne qu'on doit remodeler et aussi rentrer dans la lignée de notre projet radiophonique, c'est l'éducation aux médias, permettre aussi aux Guadeloupéens de voir exactement à Basse-Terre, il y a la Maison de la Presse et que ça doit bouger avec, surtout au niveau scolaire. Voilà, ben, c'était hier et puis ça continue. Alors on revient donc à ce qu'on peut appeler l'affaire Librairie Générale. Je rappelle qu'il y a environ 3 ans, 2 ans et demi, que des jeunes Guadeloupéens avaient décidé d'investir sur une librairie qui était, enfin, on peut dire, un petit peu bancale, puisque la situation financière n'était pas très bonne. La région a aidé, ils se sont regroupés, ils ont trouvé des moyens de relancer cette librairie qui avait 4 magasins, c'est bien cela? 3. Et 3 magasins, dont Pointe-à-Pitre, le lieu historique, on peut dire le librairie générale Canal historique, on peut dire. Et donc, Jazor, la maison Jazor existe depuis plus de 40 ans en Guadeloupe et tout le monde connaissait. Et à Jarry, ces jeunes, dont Sébastien Célestine, des vies Chahuan, ont décidé de se mettre au travail et de relancer cette librairie. Alors, bien sûr, il a fallu investir, il a fallu faire preuve de créativité. Et depuis quelque temps, cette librairie fonctionnait, sauf que, petit problème, la librairie générale de Pointe-à-Pitre ne répondait pas au nombre de sécurité nécessaires. Et donc, il a fallu, un moment, prendre une décision. La décision était de fermer ce lieu qui, en cas d'incendie, puisque souvent à Pointe-à-Pitre, il y a des incendies, ça aurait pu créer quelque chose de grave. Alors, Sébastien Célestine, merci d'être là aujourd'hui, de nous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui, parce que visiblement, on ne comprend pas très bien pourquoi vous avez été obligé de fermer la librairie du Moule, par exemple, oui. Et pourquoi Pointe-à-Pitre, si au niveau de la sécurité, ce lieu ne répondait pas aux normes, qu'est-ce qu'on vous reproche réellement? Je ne comprends pas. Déjà, merci Danick de me recevoir. Davy devait aussi être avec moi, mais bon, on a, comme tout entrepreneur, beaucoup d'urgences à gérer, donc on a dû se séparer. Oui. Effectivement, c'est un sujet qui est complexe, parce qu'il y a du juridique, il y a des contrats, c'est pas forcément simple. Et puis, il y a une histoire, enfin, les choses ne sont pas forcément linéaires. Et quand les choses ne sont pas forcément linéaires, il faut pouvoir bien les relater dans l'ordre pour comprendre effectivement ce qui s'est passé et puis les difficultés qu'on peut rencontrer. Là, aujourd'hui, je pense que tout le monde a pu l'entendre ou le voir, on a fait un peu le tour des médias hier, dont d'ailleurs aussi Canal 10 avec Harold hier soir. On a expliqué la situation, de comment on arrive en fait à ce conflit, ce rapport de force avec les Jazons qui en fait commence en janvier 2020
8 mois à peu près après la reprise. Sur la première période justement de reprise, donc entre avril 2019 et décembre 2019, c'est important de le préciser, on a toujours payé nos loyers, puisqu'aujourd'hui on nous dit qu'on est des voyous, des voleurs. Oui, parce que j'ai cru comprendre qu'on ne paye pas les loyers des gens, etc. Il faut établir un petit peu la vérité. Voilà. On explique, j'ai entendu ça aussi, et d'ailleurs c'est bien que M. Francis Jason prenne la parole, parce que ça fait... On va l'inviter pour qu'il s'explique ici aussi. Mais, en vrai, je pense que voilà, on va expliquer ça dans la suite, mais je pense qu'on va être amené à se rencontrer rapidement, puisqu'on a pu percevoir des gestes d'ouverture hier soir. Apparemment, voilà. Alors il y a quand même quelque chose qui m'a paru bizarre. Il dit qu'il n'a reçu aucun avis, aucune lettre, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le silence? Nous, à plusieurs reprises, on a expliqué d'abord, parce que l'histoire, c'est d'abord, dans l'intérêt de la librairie générale, on souhaite déplacer ce local. Avec le retour en fait de nos collaborateurs qui sont là en présentiel toute la semaine, vers une rue plus passante, et notamment la rue Frébeau, la place du marché aux épices, etc., pour avoir plus de chalandise, avoir plus de clients, et que mécaniquement, on puisse faire plus de chiffre d'affaires. Meilleur chiffre d'affaires, parce que la rue Schellcher, la seule activité réellement qu'il y avait à la rue Schellcher qui génère du passage, c'était la librairie générale. Donc nous, on discute d'abord de ça. On nous demande d'envoyer des courriers. Au début, d'ailleurs, tout le monde est OK. On arrive à faire une réunion. Il n'y a pas encore de conflit avec 3 des héritiers. On en parlait aussi avec Max Jazor, qui est notre seul interlocuteur jusqu'à présent, en vrai. À part Régine Jazor sur les éditions, mais sinon, on n'a jamais eu vraiment d'échange direct sur, en tout cas, les sujets problématiques avec les autres. Il y a Yves Jazor qui venait tous les samedis matins avant qu'on ait le problème à la librairie. Il venait dans notre bureau, on discutait avec lui, tout se passait bien. Donc, on est sur un sujet de comment faire mieux. Parce que nous, ils sont venus nous chercher. On n'a pas débarqué comme ça à la librairie générale au tribunal. Ils sont venus nous chercher pour qu'on reprenne. Et qu'on les aide à sortir d'une situation difficile où il y avait 4 millions de dettes. Il y avait des difficultés. Ils n'arrivaient pas. Ils ont fait 1 année de sauvegarde, donc de procédure collective durant laquelle ils sont censés trouver une issue. Et le tribunal a dit, ça fait 1 an que ça dure. Il n'y a pas de plan. Donc, on passe en redressement. Il faut trouver peut-être quelqu'un pour passer la main, et si on ne trouve pas quelqu'un pour passer la main, fermer cette société parce que ce n'est plus possible. Donc on arrive à ce moment-là, et donc tout est possible à ce moment-là. Et donc après cette fameuse réunion où tout le monde est OK, on leur a présenté un projet au niveau des galeries parisiennes. Donc là où il y avait le chaussure en face de l'ancien greffe, marché aux épices, là où il y a les gens qui font du tambour en allant vers vélo. Tout le monde, il n'y a pas de problème, etc. Cette réunion se finit bien, on sort de là, on est très content. Et en fait, on relance parce qu'on est censé nous envoyer un débrief, pas de réponse. On relance. Finalement, on demande d'envoyer un courrier, pas de réponse. Et puis là, on commence à rentrer dans les trucs un peu durs parce qu'on découvre un peu par hasard qu'on n'est plus assuré parce que les primes d'assurance n'avaient pas été payées pendant la sauvegarde. Donc en fait, les choses qui devaient nous être transférées comme les contrats d'eau, EDF, etc., ça avait été transféré. On avait fait un courrier aux assurances en leur disant, voilà, nous, on récupère aussi ces contrats-là dans le cadre de la reprise au tribunal. On est dans la rentrée, on gère plein de choses, il faut trouver des accords avec les fournisseurs pour avoir la marchandise. Donc, on a fait le nécessaire. On n'est pas non plus en train de relancer les gens tout le temps pour savoir si c'est bon. On sait qu'on a transféré un contrat. Et c'est par hasard, on doit répondre à un marché et on a besoin d'avoir cette histoire d'assurance. Et on découvre qu'on n'est pas assuré. Donc là, on cherche à faire assurer dans les meilleurs délais les locaux. Parce que s'il y a un problème, ne serait-ce que quelqu'un qui se casse la jambe, c'est notre responsabilité. Et ça se trouve, les entreprises sont en danger. Et donc là, on dit ça à nos propriétaires. On fait venir des assureurs. Les assureurs nous disent, il y en a même une qui n'est même pas rentrée dans le local. Elle a dit, moi, je n'assure pas ce local. À ce point-là. Donc on dit ça aux propriétaires. Et là, on leur dit, bon, là, il faut qu'on accélère sur cette histoire de déménagement. On ne parle même pas de faire des travaux. Il faut qu'on accélère sur cette histoire de déménagement. Ou sinon, effectivement, il faut faire des travaux parce qu'il y a des trucs de remise aux normes. Là, on ne joue pas. Il y a la vie de gens. S'il y a un feu, il y avait plein de feux dans Pointe-à-Pitre. Faites un courrier. On fait un courrier, pas de réponse. C'est en décembre 2019. Et fin janvier 2020, comme d'habitude, après avoir insisté et compagnie, limite à harceler pour qu'on puisse avoir des réponses, parce qu'on est dans ce risque, on reçoit un courrier d'avocat dont on n'a jamais entendu parler avant, qui nous explique que transférer le fonds de commerce n'a jamais été d'actualité et que le contrat dit que tous les travaux sont à notre charge. Peu importe les travaux qu'il y a à faire, parce que c'est comme ça dans le contrat. Qu'on a récupéré, qu'ils avaient entre eux-mêmes exploitants, propriétaires du fonds de commerce et propriétaires des murs. Donc les travaux qu'ils n'ont pas faits, maintenant c'est à nous de les faire.
Donc, quand ils disent hier soir, on n'a jamais entendu, on ne vous a jamais donné une liste de travaux, à quoi bon donner une liste de travaux à ce moment-là, puisque vous nous avez déjà dit que vous n'allez pas faire les travaux, de nous débrouiller. Et en parallèle de ça, vous nous dites, si vous souhaitez partir, il faut nous indemniser de 4 années de loyer restant sur le contrat, parce que c'était des périodes de 10 ans. Ça fait 6 mois qu'on est là. Hein. D'accord? Donc, je veux bien qu'on parte d'un bout de vérité. On n'a pas envoyé une liste de travaux, ok. Si on va un peu plus loin, on avance. 9 mois, c'est cool, on arrive à septembre 2019. Ils décident de nous attaquer au tribunal parce que on avait du coup arrêté de payer leur loyer en disant mais attendez, dans quoi on est là? Vous êtes venus nous chercher pour qu'on vous aide, on vous a aidé. Et là, vous décidez de nous mettre un coup de pression, rapport de force. Ce qui nous a été clairement dit. Vous n'êtes pas en position de force, maintenant il faudra trouver une solution financière. Nous, on commence à sortir des pièces. On fait un rapport d'expertise qui dit ça, c'est pas aux normes, l'électricité. Ça, c'est pas aux normes, les trucs incendies, etc. Et donc ça, c'est dans un dossier qu'ils ont depuis octobre 2020. Donc venir en mars 2023, dire à la Guadeloupe, on ne sait pas quels sont les travaux, c'est limite. Ouais. Et en fait, il y a un truc qui dure. Mais par contre, moi, je ne veux pas rester sur cette note négative. Je note que Francis Jazor dit qu'aujourd'hui, s'ils ont la liste des travaux, ils sont prêts à les faire. Donc une négociation va s'ouvrir là maintenant, une médiation. De ce que j'entends, maintenant on peut passer et on peut commencer à travailler. Alors autre chose, Sébastien, parce qu'on voulait bien comprendre, il y a une expertise sur le local, enfin le lieu. Qu'est-ce que cette expertise disait à l'époque? L'expertise dont on parle, dont j'ai parlé, c'est une expertise qui est faite par un bureau, on va dire, qui s'appelle l'APAF. C'est des gens qui contrôlent les installations électriques, les installations incendies, et notamment sur les installations électriques, notamment des locaux commerciaux. Si vous n'avez pas en fait ce type de rapport-là qui dit que tout est bon, EDF, donc vous n'avez pas le consuel, EDF ne peut pas poser un compteur électrique chez vous. Donc si ces gens-là disent que c'est pas aux normes, c'est pas aux normes. Et à ce moment-là, les Jazor sont informés de cette situation? Ça arrive tout de suite dans le dossier et qu'ils ont depuis octobre 2020. Donc ils sont au courant Ils sont au courant. Quand ils disent on n'est pas au courant, c'est faux. D'accord. Mais je ne veux pas rester sur cette note négative. Ils veulent ouvrir le dialogue. Moi, je suis très content de ça. Alors, qu'est-ce qui peut se passer en ce moment-là, aujourd'hui? Là, maintenant qu'ils sont prêts à faire les travaux, chose nouvelle, parce qu'on a reçu un courrier d'avocat qui disait c'est nous, c'est à CCHNLG de faire les travaux, c'est pas au Jazor de faire les travaux. Maintenant qu'ils sont prêts à faire les travaux. Maintenant qu'il y a un début de discussion potentielle sur le préjudice qu'on aurait subi, parce qu'ils disent on veut bien ne pas compter les loyers de Pointe-à-Pitre. Nous, on a toujours dit depuis le début dans ce sujet-là, parce qu'on avait arrêté de payer les loyers de Jarry aussi quand on est entré dans un rapport de force, c'est le seul moyen en fait qu'on avait d'être dans un rapport de force avec eux. Parce qu'on n'allait pas leur donner de l'argent pour qu'ils payent des avocats pour nous descendre en justice. Ce que tout le monde peut comprendre. C'est pas forcément très clean, mais en tout cas, tout le monde peut le comprendre. Mais aujourd'hui, nous, on a toujours dit, les loyers de Jarry, on n'a pas de souci à les payer. On les doit, on est exploité, il n'y a pas de problème. On est des gens honnêtes. Là, à Pointe-à-Pitre, ils sont OK pour faire des travaux. Donc maintenant, il faut déterminer quels sont les travaux à faire. Il faut un calendrier, là, maintenant. Voilà. Ils sont OK sur le principe de quand même une logique d'indemnisation, puisqu'ils disent qu'on n'est pas obligé de payer les loyers de Pointe-à-Pitre. Là, on n'est pas d'accord, par contre, sur le montant, puisque les loyers de Pointe-à-Pitre, c'est peut-être 250-300 000 euros sur les 3 années. Nous, le préjudice qu'on a subi, qui est validé par un commissaire aux comptes, il est valorisé à plus d'1 300 000 euros. D'accord. Donc, il y a un delta qui est quand même assez important. Il y a 1 million d'euros d'écart. Donc, je veux bien qu'on fasse des efforts de chaque côté, mais par contre, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le tribunal a rendu des décisions. Donc, le 14 avril 2022, il y a une expertise judiciaire qui a été décidée. Et son objectif, justement, précisément, c'est de dire quels sont les travaux à faire, les conformités, non-conformités, et quel est le montant du préjudice qu'on subit. D'accord. Donc, les Jazor avaient fait appel de cette décision, en considérant qu'il n'y avait pas à faire cette expertise. Donc, si maintenant, ils veulent bien faire les travaux, moi, ce que je demande, et ce que je dis, allons-y, débrouillons-nous pour que cette expertise soit faite le plus rapidement possible, comme ça on aura toutes les réponses, les travaux qu'il y a à faire, le préjudice, et dans le cadre d'une médiation, qu'on puisse se mettre d'accord, régler le problème, et que nous, on puisse travailler. Comme on l'a dit, on a des gens qui sont prêts à nous accompagner financièrement pour passer ce moment difficile. Ça veut dire que la librairie générale à Pointe-à-Pitre risque un jour de réouvrir, si tout va bien? S'il n'y a pas de problème. Après, comme on l'a dit, dans l'intérêt de la librairie générale, en vrai, il faudrait qu'on aille sur une autre rue. Mais si on doit passer par la rue Shelcher d'abord, et réouvrir là pour que les points 3 soient satisfaits, et ensuite aller à un autre endroit parce qu'un bail, c'est pas une durée déterminée. La fin est en 2024. Donc peut-être qu'on va faire un an là-bas, j'en sais rien, et puis après, ils vont récupérer leur local, on ira ailleurs. Ça, je ne sais pas.
Bien que c'est même pas possible parce qu'il y a une clause de non-concurrence et ils pourraient nous dire qu'on n'a pas le droit d'aller ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça, après, c'est des discussions aussi à avoir. Peut-être que dans le cadre de cette médiation, il faut qu'on puisse dire, on fait X temps là-bas et vous nous autorisez, dans l'intérêt de la librairie générale, à aller dans un endroit qui sera plus propice, toujours à Pointe-à-Pitre. On ne dit pas qu'on va à Dotéma ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'on va aller à Dotéma un jour, mais ça sera une autre librairie. Alors, autre chose, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un petit litige sur le nom de la librairie, qu'il voulait que vous gardiez le nom librairie générale et que vous aviez un autre nom à suggérer. C'est-à-dire est-ce que le titre librairie générale devait être gardé pour... les librairies générales s'appellent la librairie générale. Hein. La devanture à Jarry, c'est la librairie générale. Donc il n'y a pas eu de volonté de changement de nom. Au Moule, on a mis un panneau tout neuf marqué librairie générale. On a simplement mis by Caribbean Culture House parce que notre société s'appelle Caribbean Culture House, nouvelle librairie générale. C'est CCHNLG. C'est CCHNLG. Mais c'est plus la librairie générale Jazor aujourd'hui. Oui. C'est la librairie générale par d'autres personnes. Donc on a montré que c'est par d'autres personnes, mais il n'y a pas de sujet sur la librairie générale. Alors, suite à ce qui a été dit par M. Jazot, qu'on va recevoir aussi, il accepte de venir, vous êtes prêt à vous retrouver autour d'une table aujourd'hui? C'est ce qu'on demande depuis 3 ans. D'accord. Et que malheureusement, on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent pour plein de raisons. Oui. Parce qu'il y a eu une conciliation pendant 10 mois, leur avocat est venu 2 fois, eux ne sont jamais venus. À titre personnel, je veux dire. Il y a eu une médiation dont ils parlent lorsqu'ils disent justement il y a une médiation dans laquelle ils ont fait cette proposition, mais qui ne tenait pas compte réellement du préjudice justement qu'on subissait, où on a vu quelques-uns, mais on n'a jamais pu réellement en fait faire une séance de travail, où on dit, et comme Davy l'a dit à plusieurs reprises hier, si on doit s'injurier pendant 20 minutes, on s'injurie pendant 20 minutes, et puis après on discute, on travaille. On n'a pas de problème avec ça. Ouais. L'équilibre, enfin l'écart entre la dette et le préjudice, il y a un équilibre qui peut être trouvé? L'équilibre peut être trouvé. Après, aujourd'hui, si on prend stricto sensu les loyers qu'on doit, et on n'a pas de souci là-dessus, et le préjudice qu'on a subi tel qu'il est estimé aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelque chose de contradictoire avec un expert indépendant nommé par le tribunal, l'écart est en notre faveur. Il y a plus de 600 000 euros d'écart, en comptant les loyers de Jarry, pas que Pointe-à-Pitre. Tout à fait. Moi, je n'ai pas de sujet à dire. On annule tout et vous nous versez pas les 600 000 euros. Je ne suis pas là, comme ça a pu être dit, pour nuire aux Jazor, etc. On n'a pas de problème avec les Jazor. Nous, on est venus pour sauver la librairie générale, entreprise culturelle. D'accord. Et il y a peut-être eu un mélange au début, ou peut-être qu'ils ont compris qu'on est venu sauver les Jazor. Moi, je suis venu sauver la librairie générale, entreprise culturelle importante pour la Guadeloupe, et notamment sur la rentrée scolaire. Un dernier point, on va se quitter là-dessus pour l'instant, peut-être qu'il y aura une suite. Est-ce que, en tant que chef d'entreprise d'une librairie, c'est un secteur qui est dynamique en Guadeloupe? Nous, on a augmenté le chiffre d'affaires de 50% sur les 3 dernières années. D'accord. Donc, on voit les perspectives. Moule a augmenté, même si là, ça a dû fermer parce qu'on a dû faire des choix pour se donner plus de temps pour trouver une solution, parce que la réalité, c'est ça. Moule peut réouvrir aussi, tout va bien? Moule peut réouvrir. Alors aujourd'hui, on a dû rendre le local, mais si c'est un truc qui est réglé dans le mois, peut-être qu'on pourra réouvrir. Alors je ne sais pas, le monsieur, il a son local, il a bien voulu nous laisser partir. Tous ses loyers sont payés, c'est important de le dire. Les loyers de Moule sont payés, les loyers de Basse-Terre sont payés, même si ce n'est pas la même structure. En intégralité, on n'a pas de retard. Il va chercher à relouer son local le plus vite possible. Hein. D'accord. C'est une activité, c'est un manque à gagner aussi pour lui que le local soit fermé. Dernière chose, librairie générale de Jarry n'est pas menacée. Aujourd'hui, on n'a pas de sujet. Maintenant, il faut qu'on puisse par contre avoir tous les éléments vite pour savoir quel format on garde. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu ce qu'on a entendu hier sur Guadeloupe Première, moi, je pense qu'il faut se mettre au travail rapidement dans le cadre d'une médiation, faciliter le travail de l'expert qui a été nommé par le tribunal pour qu'il puisse travailler rapidement, que tout le monde mette les documents à disposition, se mette à disposition. Nous, on est disponible jour et nuit. C'est une priorité pour nous que ça se règle. Et je pense que je peux le dire là, l'État et la région ont toujours cherché à faciliter cette médiation et aujourd'hui sont encore volontaires pour participer à cette médiation et faciliter les choses. Donc maintenant, il ne tient qu'au Jazor de venir s'asseoir autour d'une table, prévoir un calendrier de travail avec l'expert pour que les choses soient faites, qu'on ait les éléments pour les travaux, qu'ils sachent quels travaux ils ont à faire pour quel montant, qu'on ait les éléments du préjudice et qu'on sache avec ces éléments-là qu'est-ce qu'on fait chacun et quel pas on fait l'un envers l'autre. Bien, Sébastien, comme on dit dans les feuilletons, c'est à suivre.
Oui, mais comme on a dit, hein, c'est un devoir de transparence qu'on a envers la population parce que la population nous a accompagnés au début et il y avait déjà eu un feuilleton au début. On n'avait pas forcément souhaité que ça soit un feuilleton, mais il y a eu un feuilleton qui a fait qu'on a dû prendre la parole, qu'on a dû nous montrer. Mais effectivement, là, le feuilleton reprend. Oui. Là, maintenant, j'ai envie de dire que la balle est dans le camp des Jason. D'accord. On attend la suite. Et on attend la suite pour savoir s'ils acceptent à nouveau cette main tendue. Et je le redis ici en votre présence, si M. Jason souhaite s'exprimer sur cette question, pas de problème. L'antenne du ZCL lui est ouverte, et offerte même pour pouvoir s'exprimer, pour qu'on avance un petit peu, pour nous arrêter de penser qu'entre Guadeloupe et pas de moyens, nous travaillons ensemble, qu'on dit complot à nègre, c'est complot à chien, il faut nous arrêter avec ça. Donc, on pense que les choses vont devoir s'améliorer. Merci Sébastien d'être venu. Merci, et à bientôt. Voilà, il est 13h04, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure avec Madame Ferdi et Mariette Montpierre, cinéaste, ensemble on va parler cinéma. Dans un instant, ce sera la chronique ICC News. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes revenus avec vous sur le plateau du ZCL News et comme vous le savez, le vendredi à cette heure-là, on reçoit Madame Marilène Ferdi. Bonjour. Bonjour Danick. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Nous, c'est vendredi, mais pour moi, le 8 mars, c'est toute la semaine qu'on va parler des droits de la femme. Et puis, on va profiter. Aujourd'hui, forcément, on reçoit une femme emblématique. Ah, une femme. Forcément, une femme. Oui. Une femme emblématique du cinéma guadeloupéen. Et en plus, qui arrive avec un scoop. Oui. Donc, il faudra faire gagner. On a quand même une place de cinéma à faire gagner. Oui, il y a des places de cinéma. Voilà, on va faire gagner une place de cinéma. 03. Si vous devinez de qui il s'agit, vous avez droit à une place pour un des films qui passe en ce moment. C'est possible de redonner le numéro de téléphone? 26 73 03, c'est un fixe. Vous appelez, si vous savez de qui on parle, avant que la personne ou que la cinéaste arrive, vous avez gagné un ticket pour un des films qui passe en ce moment à Cinestar. Alors, débrouillez-vous, téléphone alors. Comment cette personne, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle sans trop dire? Sans trop dire. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de générique. Bon, c'est voilà. Oui, le générique va venir. D'accord, ok. Générique, c'est parti. Voilà. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Dans le ZCL, il est nulle part ailleurs. Alors, donc revenons à cette cinéaste guadeloupéenne. J'ai failli penser que c'était comment cette Martiniquaise qui a eu un prix l'autre jour, mais moi, elle dit elle est guadeloupéenne. Oui, quand même. J'ai bien commencé par dire qu'elle est c'est une réalisatrice guadeloupéenne. Donc, en attendant, là, vous qui faites partie de ces cinéphiles avertis, vous avez bien quelques noms à me proposer. J'ai vu un film d'une femme guadeloupéenne l'autre jour, Guy Gabon. C'est elle. Ah non, c'est pas... Ça aurait pu. Ça aurait pu, puisque c'est une réalisatrice. Oui. Mais quand même, en termes de... Comment on appelle ça? Quand même, c'est quelqu'un qui a une certaine renommée. Oui. Qui a une carrière, un parcours cinématographique exemplaire. Donc on a fait des films qu'on n'a jamais vus. Je peux vous assurer qu'elle a une superbe filmographie. Donc malheureusement, je crois que notre réalisateur n'a pas compris. Je vois qu'il faut qu'il arrête les affiches là. Donc il y a des jeunes indices. Oui, il y a un indice, mais on retire l'affiche. On aimerait bien retirer l'affiche, voilà. Donc il y a un premier indice, vous avez vu. Mais alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette réalisatrice? Alors c'est une réalisatrice qui a une superbe filmographie. Elle nous propose des documentaires incroyables dans des domaines les plus divers et variés. Et elle a quand même, elle a fait tous les formats. Et on va voir son dernier format de film cinématographique. Et elle est l'une des rares à avoir fait un format de ce genre de film en Guadeloupe. C'est l'une des rares. 26 73 03, vous avez 15 secondes encore pour appeler et notre réalisatrice va entrer. Si vous n'avez pas appelé maintenant, alors je compte 1, 2, 3. Alors 4, un dernier indice. Oui. Elle a des taches de rousseur. Ah, elle a des taches de rousseur. D'accord. Ah bon, des taches de rousseur. Bon, ça y est, elle va entrer et on va la voir. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Entrez, madame la réalisatrice aux taches de rousseur. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, ça y est, on a trouvé. On l'a retrouvée et la voilà. C'est Mariette. Merci. Bonjour Mariette, bienvenue. Bonjour. Heureux d'être avec vous tous.
Alors, on va parler. Plaisir. Ben, c'est un plaisir, de toutes les façons. On va parler de Mariette. Alors, moi, c'est une invitée spéciale pour moi. Parce que quand on a lancé la chronique en mai 2022, Mariette était la première personne que j'ai voulu. Mais avant même la chronique, elle était venue ici, il me semble. Ah, je ne sais. Moi, avant non, elle était venue avec une scénariste, je crois. Alors, Mariette était venue... C'est un moment historique. C'est un moment très historique, Mariette. Tu vas comprendre pourquoi. Oui. C'est ce fameux moment que je redoutais. Tu te souviens pas quand on devait faire la promotion de l'incubateur? Oui. On était passé en février. Oui. Et que moi, je voulais pas du tout passer, que j'étais demandé de bien parler. Oui. C'était ce fameux moment incroyable. Et pourquoi? Parce qu'avant d'arriver à cette période, je vais donner quelques repères filmographiques de Mariette. Mais ce sont les miens, parce qu'elle a une belle filmographie en termes de documentaire. Oui. Et donc... moi, il y a un des films aussi qui, pour moi, représente bien la filmographie assez variée, avec cet ancrage caribéen et autres. C'est bien sûr le documentaire de l'ancien président, qui fait le portrait de l'ancien président haïtien, Sweet Mickey, de Michel Martelly. Ah, Michel Martelly. Alors, à ne pas confondre Sweet Mickey avec Jean-Philippe Martelly. Non, c'est Sweet Mickey, celui-là. Oui, Sweet Mickey. Oui. Et puis, après, moi, il y a un autre documentaire en 2019 qui a aussi a marqué, c'est ce fameux documentaire Tourné vers la Mecque. Ah oui. Donc c'est un documentaire assez... Pourquoi il a marqué? Parce qu'il était à contre-courant de ce qu'on voyait à la télé. Oui. Donc ça montrait quoi? Donc les chrétiens, donc des chrétiens guadeloupéens, martiniquais, antillais, on va dire, vous n'aimez pas tellement ce terme, on va dire guadeloupéens, martiniquais. Des chrétiens qui ont décidé de se convertir vers l'islam. Donc, ce documentaire très intéressant avec des témoignages. Après, plus récemment, il y a un documentaire que j'ai beaucoup aimé. C'est Le Passager du pont. Ah, donc, voilà, vous l'avez vu. Donc, c'est un documentaire. On a même fait un article là-dessus. On a même fait un article là-dessus parce que c'est un très beau documentaire qui met en relief la problématique qu'a connue donc Saint-Martin après Irma et tous les problèmes à travers deux personnages et puis un point central qui est le pont de Sandy Ground. Et plus récemment, on a vu un documentaire, je crois que c'est l'un de ces derniers, sur les Blancs-Matignon. Mais qu'est-ce qui fait que d'elle, qu'elle soit si spéciale, indépendamment de son... de toute sa filmographie en termes de documentaire, c'est qu'elle est l'une des rares à avoir fait quoi? Un long métrage. Le bonheur d'Elsa qu'on a pu voir à l'écran, on a pu voir l'affiche à l'écran. Alors pour ce film, je tiens à dire qu'elle a eu un prix au FESPACO. Le prix du meilleur film de la diaspora décerné en 2013 au Burkina Faso. Au FESPACO. Alors je tiens coucou le FESPACO parce que je sais que il se tient en ce moment. Oui, et en fait il a pris fin dimanche dernier. Voilà. Donc elle a eu un prix assez intéressant. Ce film a fait un très beau parcours et c'est ce qui fait qu'elle rentre dans une catégorie à part où on prend au sérieux. Et moi j'ai eu la chance de la rencontrer, de la voir évoluer. Et là j'aurais aimé qu'on voit à l'affiche une photo où elle est dans l'incubateur avec Marie-Claude Pernel et autres. Ah oui. C'est quand on a lancé notre incubateur 2020. Elle fait partie de la première promotion de cet incubateur. Et donc, où elle s'est lancée dans une autre catégorie. Donc, on reprend. Elle a fait du court-métrage, bien sûr. Elle a fait du long-métrage. Elle a fait du documentaire. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de se lancer dans la série TV. Oui, c'est pas une petite affaire d'ailleurs. C'est pas une petite affaire. Donc, elle a intégré l'incubateur, donc l'incubateur du campus, c'est l'incubateur du campus des métiers, pour pouvoir travailler son projet de scénario. J'aimerais bien voir à l'écran l'affiche où on voit Mariette avec Marie-Claude Pernel dans le cadre de l'incubateur, où elle a travaillé pendant au moins 9 mois. Je crois que c'est 9 mois. Oui. Et je peux vous assurer qu'elle va vous raconter un peu cette période dans l'incubateur. Ça n'a pas été simple. Et aujourd'hui, je vous laisse la recevoir pour savoir où elle en est de ce projet de série. Et donc, la première question déjà, avant de nous dire où tu en es, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu te lancer ce challenge
de la série? Parce que la série, pour moi, est une façon de raconter une histoire et de prendre son temps. C'est un format en plusieurs épisodes, puisque ma série fait 6 épisodes de 26 minutes. Donc, on a l'opportunité de développer des histoires qui nous ressemblent et qui me fait plaisir. Voilà. Alors, comment tu as vécu cette période d'incubateur? Je sais que ça n'a pas été simple. Alors, moi, j'ai trouvé ça super intéressant avec ce formateur Paul White, qui nous a tenu la main, qui nous a motivés, qui nous a donné vraiment des bases importantes de comment écrire une série. Et ma série j'avais déjà écrit le premier épisode, et avec lui, avec son soutien, j'ai réécrit, j'ai transformé cet épisode, et j'ai pu écrire le reste pour qu'il y ait une vraie dramaturgie, avec des cliffhangers, avec des explosions, de l'amour, des tourbillons qui vont faire tourner la tête au public, j'espère. Alors, est-ce que tu peux, pour les non-initiés, tu as utilisé un terme que beaucoup ne connaissent pas, c'est cliffhanger. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, le cliffhanger... Alors, juste un moment. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez à l'écran. Alors, Paul n'est pas là. Mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, on voit un autre formateur, Mama Keita, et tous les post-it qui représentent chaque séquence dans le scénario, c'est comme ça qu'on suit la continuité du film. On a des idées, on les écrit sur les post-it, et il nous a guidés sur comment arriver à avoir un début qui pique l'attention, un développement qui soutient l'attention, et une fin qui nous mène, c'est ce qu'on appelle un cliffhanger, une fin qui mène à capter l'attention du public pour qu'il revienne la séquence pour l'épisode d'après. Puisque ça dure 26 minutes et qu'on le revoit, ça s'arrête et on le revoit, il faut créer un choc, il faut piquer l'attention du spectateur, et c'est ce qu'on appelle un cliffhanger. Bon, alors, c'est vrai que ça, tout au long de ce cursus au sein de l'incubateur, on a vu avec un deuxième, donc lui, il est coach réalisateur, mais aussi qui vous a accompagné, on a vu le résultat. Et moi, ce que j'ai voulu savoir, donc il s'est écoulé donc là, ça date de 2020. Et donc, entre 2020 et 2021, qu'est-ce que tu as fait entre 2020 et 2021? Eh bien, entre 2020 et 2021, je me suis relancée dans l'écriture. J'ai réécrit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, ça y est, je tiens les 6 épisodes finaux qui vont être tournés en juin prochain, entre juin et août, en Guadeloupe. Et donc, seulement en Guadeloupe? Alors, principalement en Guadeloupe et quelque peu à New York. Quand même. Mais oui, quelque peu à New York, mais j'ai transformé le scénario complètement par rapport à ce qui existait avant. Avant, ça s'appelait Une Guadeloupéenne à New York, et ça se passait exclusivement à New York. Ce n'est plus du tout ça, parce que entre le moment où je l'ai écrit, il y a eu le Covid. Le monde a changé, mon regard a changé. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'ancrer l'histoire dans la société antillaise, dans notre île, et de voir comment cette histoire est connectée avec New York et les médias sociaux. Alors moi, j'ai une autre question. Alors j'aimerais quand même voir à l'affiche, de sa série. Donc elle nous a fait une petite affiche, elle nous a proposé une petite affiche de sa série. C'est une affiche qui ne sera pas finale, hein. C'est une affiche qui... C'est ça, Mamzelle New York? Voilà, maintenant ça s'appelle Mamzelle New York. En créole, Mamzelle New York. Et c'est en fait des filles qui sont... c'est l'histoire d'une influenceuse, Isabelle, qui se cache dans les grands fonds après s'être enfuie le jour de son mariage à l'église Saint-Paul et Saint-Pierre et Saint-Paul, et qui prétend être à New York. Elle ment comme elle respire, elle est narcissique, elle est fantastique, elle est émouvante, sensible. C'est laquelle des 4? C'est celle qui a la robe verte. Ah, celle qui a la robe verte. Et elle... Comment est-ce qu'on peut, pendant toute une série, prétendre être à New York alors qu'elle est cachée dans les grands fonds? Parce qu'en fait, l'Internet, c'est une illusion. On prétend, on ment.
Il n'y a rien d'authentique. On n'est pas dans le réel, effectivement. On n'est pas dans le réel. Oui. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences qui peuvent être graves pour soi. Oui. Ça a des conséquences qui peuvent être graves pour les autres. Je donne juste rapidement une anecdote. Oui. Il y a un journaliste qui était parti à la République dominicaine en reportage. Oui. Et pour des raisons X, il revient en Guadeloupe. Et il fait un sujet depuis la Guadeloupe en disant depuis Santo Domingo. Sauf qu'il s'est fait attraper. Eh bien, c'est ce que fait Isabelle pendant une série. Et c'est l'occasion pour elle, en fait, de se reconnecter à elle-même, de découvrir l'amour, Oui. le plaisir féminin, je dirais, ainsi que l'amitié, et de se découvrir une âme de battante, parce qu'en fait, elle va défendre une cause, parce qu'aussi narcissique qu'elle est, eh ben, elle va se transformer et va défendre la cause de petits vieux qui vont être expulsés, qui vont peut-être être expulsés en montant une cagnotte. Je n'en dis pas plus parce qu'il faut quand même... Alors moi, ce que je propose, Danick, c'est qu'elle nous a proposé un générique qui n'est pas le générique, qui va encore être modifié. Oui. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse regarder ce générique du pilote. Bon, voilà, alors, c'est la bande-annonce du pilote, mais comme je vous l'ai dit, on est en train de transformer tout ça. D'accord, on regarde ça avec intérêt. Ouais. Isabelle Béranger. I'm from Fouillol, the University of Guadeloupe. Your internship's been canceled. A month ago, I sent you a letter. We cannot have any more trainees from Mexico. Izzy, officially I mean Isabelle from Guadeloupe. Ooh, that sounds fancy. Guadeloupe. Where's that at? Girl, in the French West Indies. Grad school? I feel like a failure. I saw your friend request on Facebook. What's your status? I always say single, just to keep my options open. Be grateful for what you have. You're blessed with a lot already. You know, I told you to dump his ass. I told everyone that he was the one. And now I feel like a fool. Oh, Chantal, look at you. You could be so selfish sometimes. I did not know who he was. If you want to stay here, you better shape up, all right? If I'm out for a piece of advice... I really don't think that's necessary. Why? Because I'm trying to save your life. Si je les bad boy, ouais les bad killer. You gotta stand up for yourself. Mon killer. Yo ka flex en Benz, bima. Selva. Hi, Antoine. How are you? I'm fine, thank you. Titulaire d'Aston Villa. Swag. Yep, c'est ça on est là. Damn, Izzy. What did I do? Oh no, but you look good though. Give me that. Faut pour moi yaya level. Yaya level. What's up niveau? Can you give me that? Pan bed, pan floor. Give me that. Prouve-moi t'es un pou. Give me that. Vraiment, ça donne envie. Hein. Ah ouais, ça alors, donne c'est envie. seulement 6 épisodes. Ah oui, mais c'est déjà pas mal. Il y aura une saison 2. Il y aura une saison 2 si le public adhère. Oui, le public va adhérer. Ça, je peux t'assurer. Alors, par contre, il y a aussi... alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle a surtout, même dans ses documentaires, des bandes musicales, mais de ouf. Oui. C'est une bande originale ou pas? Oui, c'est une bande... Alors non, il y a de la musique originale et surtout la musique d'Aztec Music, qui est mon associé, avec lequel je travaille, Éric Basset, qui me propose une panoplie de musique originale antillaise de ces artistes. Et j'adore travailler avec Aztec parce que je puise dans sa bibliothèque musicale et c'est extraordinaire. Donc, cette nouvelle série va être très, très forte en musique. Alors, elle va être en français et en anglais, j'imagine. Alors, ce sera principalement en français parce qu'on va la tourner dans les grands fonds, oui. mais il y aura aussi de l'anglais et ce sera parce aussi doublé en anglais. Parce qu'il faut passer ça dans la Caraïbe, un truc comme ça. J'aimerais beaucoup. En tout cas, ça donne envie. Moi, l'histoire me plaît. Oui. Les personnages aussi. Et puis, bon, moi, ce que j'aime chez Mariette, c'est la patte de Mariette. On a une bande de musique, mais de ouf. Moi, j'adore ça. Donc, il y a une qualité. Pourquoi je le dis? Parce que c'est ce que je regrette beaucoup. C'est beaucoup trop négligé dans les films qu'on a l'habitude de voir en Guadeloupe. Donc, moi, j'ai hâte. Alors, on reprend. Le tournage est prévu pour quand? Normalement, juin, mais j'ai envie de dire entre juin et août. Mais c'est prévu normalement pour juin, mais on a toujours du retard dans le casting est terminé. Et j'adorerais lancer un appel de casting là. Nous recherchons tous les rôles. Alors attends, Mariette. Alors est-ce que le réalisateur peut nous mettre à l'écran à nouveau la fiche
de la série, parce qu'il y a l'adresse pour ceux qui sont intéressés par le casting. Voilà. Oui, voilà. Donc, vous voyez casting. à gauche, oui, Mamzelle Casting. Mamzelle Casting @gmail.com. Mamzelle s'écrit en créole MANMZEL casting @gmail.com. Nous recherchons, si vous avez du talent, si vous voulez faire du cinéma, si vous êtes professionnel et moins professionnel, on vous invite à envoyer un mail parce que nous recherchons des rôles entre des jeunes femmes entre 18 et 70 ans, jeunes femmes et jeunes hommes. Des jeunes femmes de 70 ans? Non, entre 18 et 70 ans, oui. Parce qu'il y a le rôle d'Isabelle. J'ai mes chances, oui, si tu sais jouer, si tu sais jouer. Ben non, par contre, ça, je ne te garantis pas, mais je peux tenter. Nous, j'aimerais engager des gens qui ont faim, qui veulent jouer, qui veulent être stars et qui soient sérieux dans leur pratique. Des gens qui veulent vraiment apprendre ou qui savent déjà jouer, parce que le rôle d'Isabelle doit être certainement incarné par une professionnelle, mais nous cherchons aussi des seconds rôles avec des gens qui ont du talent, mais qui sont pas forcément des comédiens professionnels. En tout cas, il y a le rôle d'Isabelle, ses copines, elles ont toutes dans la vingtaine. Oui. Il y a le rôle de la mère d'Isabelle et du père d'Isabelle, donc dans 40, 45. Marilyn peut jouer Madame Brown. Alors, elle a bien précisé des gens qui veulent devenir stars. Malheureusement, c'est pas mon cas. Et je crois qu'il y a quand même suffisamment de personnes intéressées par. Je crois qu'elle n'aura aucun problème de faire un casting. Mais en tout cas, moi, il ne faut pas que vous inquiétez, messieurs et mesdames téléspectateurs. Chaque vendredi, on va reparler de ce casting et on va te retrouver à la fin du mois pour que là, on puisse aussi relancer le casting. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors, est-ce que vous pouvez redonner l'adresse? Oui, l'adresse, s'il te plaît. Mamzelle Casting @gmail.com. Mamzelle MANM ZEL casting CASTING @gmail.com. S'il vous plaît, Mamzelle Casting, c'est le mot à retenir, Mamzelle Casting. Ok, mais dépêchez-vous, parce que je suis en plein casting. Et si vous voulez montrer vos talents et avoir une chance d'être sélectionné, c'est maintenant qu'il faut me contacter. Très bien. Parfait. Alors, on pourra retrouver aussi toutes ces informations sur le Facebook Campus Audiovisuel Cinéma Guadeloupe. On va relayer les informations. Aussi l'Instagram, alors Twitter, WhatsApp. On va se faire un devoir de relayer les informations pour faciliter ce casting. Oui, et puis si vous voulez, j'ai aussi Mariette Montpierre sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un message privé, Mariette Montpierre. Tout à fait. Alors, dernier mot, Madame Ferdi. On reste dans le cinéma, donc on a toujours notre petite rubrique cinéma. Donc, il faut savoir qu'au Cinestar, on a un cycle de films au féminin, donc réalisés par des femmes. Donc, ça s'appelle, alors que je reprenne, donc... Femmes d'ici et cinéma. Donc la particularité de Femmes d'ici et cinéma, ce sont des réalisatrices guadeloupéennes et autres, donc que vous pourrez découvrir. Alors moi j'ai retenu 2 films. Oui. Alors le premier, celui d'Anne-Sophie Nanki. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu le voir et m'ont demandé de pouvoir le voir. Donc, c'est l'occasion d'aller au Cinestar revoir le film d'Anne-Sophie Nanki pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est en ce moment, jusqu'au 22 mars. Ici s'achève Le Monde Connu. Vous pouvez y aller. Et le deuxième film que je recommande, qui fait l'unanimité au niveau des critiques, c'est le dernier film de François Ozon. Ah oui, je l'ai vu. Mon crime. Avant-hier. Voilà, donc c'est un film qui est totalement 100% féministe, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est un film, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ça se passe dans les années 30 et c'est une adaptation d'une pièce de théâtre. Et donc, pour ceux qui ne se souviennent pas qui est Ozon, souvenez-vous du film 8 femmes avec l'excellente Firmin Richard, bien sûr. Donc, à ne pas rater, Mon crime. Et ici s'achève Le Monde Connu. Vous avez jusqu'au 22 mars pour aller voir ces films. Et ici s'achève la chronique de ce vendredi. Merci Mariette. J'étais ravie et ça me fait toujours... C'est bonheur de te voir à chaque fois et de voir aussi Marlène. C'est réciproque. Allez, Inch'Allah, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain. Voilà, deuxième pause et la suite et la fin avec Claude Cuyavé qu'on va recevoir Alain Louis et Cécile Avieux. À tout de suite. Voilà, c'est le dernier plateau du ZCL News. On va recevoir dans un instant une femme, Madame Cécile Avieux. Bonjour. Bonjour. On va parler des Handi. Elle est directrice artistique de la Fédération Handi Danse Adaptée Exclusive. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Et bien sûr, on va recevoir notre ami Claude Cuyavé. Bonjour. Bonjour. C'est le patron du CEDAC. Et avec lui, Alain Louis, qu'on connaît déjà à Canal.
et qui est là. On va parler de jazz tout à l'heure. Mais avant, si vous voulez participer ce soir à la Nuit du Conte, j'ai encore 2 invitations. Alors, ça va être facile. Hein. 26 73 03, dites-moi le nom du conteur que j'ai reçu hier, ici même, sur ce plateau. 26 73 03, c'est un fixe. Et vous avez droit à 2 invitations pour la Nuit du Conte qui se passe ce soir au Lamentin, à la MFR. Donc, vous pouvez récupérer ça tout à fait à l'accueil de Canadis. Alors, on va rapidement, justement, on va parler de Lamentin. Le Lamentin a voté une motion dans le cadre du non-lieu chlordécone et demande la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Vous savez qu'il y a une véritable mobilisation autour de ce non-lieu-là. Il y a encore un autre non-lieu, c'est l'affaire Clodon, on en parlera autrefois. On regarde un peu ce reportage de Loane Duhamel. C'est parti. La mairie de Lamentin, le conseil municipal de Lamentin a voté une motion aujourd'hui dans le cadre du non-lieu qu'il y a eu dans l'affaire du chlordécone pour demander à l'État une mesure législative qui reconnaît la responsabilité de l'État et qui reconnaît l'obligation pour l'État d'accompagner les personnes qui sont dépistées positives au chlordécone, d'accompagner la population guadeloupéenne pour la dépollution des terres, de financer au niveau nécessaire la recherche pour déchlordéconer la Guadeloupe. Et puis nous allons inscrire dans notre DICRIM, qui est un document obligatoire qui reconnaît les risques et les risques naturels qui existent sur les territoires. Donc les maires pourront inscrire dans le DICRIM le risque que représente le chlordécone pour la santé de leur population sur leur territoire. Donc il s'agit pour nous effectivement de sortir de cette démarche qui a été menée par les associations sur le plan judiciaire, en sachant que cette démarche peut être continuée sur le plan judiciaire, mais d'entrer dans une démarche purement politique. Et parce que nous disons, oui, il y a une responsabilité politique, il y a un principe, c'est de la responsabilité de l'État. L'État a obligation, et ça c'est reconnu dans la Constitution, de protéger sa population et en matière de santé, d'accompagner, de protéger sa population. Il y a la continuité, quel que soit le gouvernement, de pouvoir mettre ça en place. Donc légiférer, pour nous c'est important. Ça a été fait en France métropolitaine quand il y a eu des pollutions, quand il y a eu des problèmes liés à l'amiante, etc. sur les territoires. On ne voit pas pourquoi l'État ne peut pas légiférer dans ce domaine-là pour pouvoir inscrire sa responsabilité au niveau de la loi. Voter la loi, c'est permettre effectivement que ce niveau de responsabilité, de reconnaissance de la responsabilité et de financement, je pourrais dire, des actions pour déchlordéconer la Guadeloupe soit pérenne dans le temps. Parce que si la loi le reconnaît, l'État est obligé de le faire, et si l'État ne le fait pas, n'importe quel citoyen, n'importe quel tiers pourrait effectivement demander et obliger à la loi devant les instances judiciaires de pouvoir le faire. Alors je rappelle que M. Sapoti est président de l'association des maires de la Guadeloupe. Ça signifie qu'il donne le top départ pour que les autres communes, les autres maires prennent une décision similaire vis-à-vis de l'État. Mais justement, on parle de l'État puisqu'il y avait une visite du préfet, un nouveau préfet sur la plage de Sainte-Anne, qui est envahi par les sargasses. C'est un véritable problème en ce moment. Que fait l'État? Réponse. Michel de Papeete, s'il vous plaît, on regarde. Je suis aujourd'hui à Sainte-Anne parce que en fait, depuis quelques jours, surtout hier et avant-hier, on a connu, mais pas simplement à Sainte-Anne, mais sur beaucoup de communes de la Guadeloupe, des arrivages, des échouages massifs de sargasses. Voilà, donc moi j'étais ce matin pour faire le point avec la commune. Alors on est venu sur Sainte-Anne, mais encore une fois, il n'y a pas que Sainte-Anne qui est touchée, pour faire un point à la fois sur les opérations de collecte et sur les opérations de ramassage. C'est important pour nous cette visite parce que nous sommes impactés sérieusement. Nous avons effectivement sur notre plage, le belle plage de Sainte-Anne qui est sérieusement impactée, mais nous avons le Gangalba où nous sommes, et par rapport aux pêcheurs, par rapport aux riverains, qui vraiment cause des soucis par rapport à, je dirais, à cette émanation. Donc par conséquent, le préfet, on l'a sensibilisé pour sa première visite sur la ville de Sainte-Anne, on l'a sensibilisé pour qu'il puisse constater et voir comment nous pouvons avancer et apporter, si vous voulez, des aides pour cela.
Parce que je précise qu'une prestation que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est 250 000 €. Et sur l'année, d'après ce que j'ai compris, toute l'année, nous aurons à peu près pendant 9 mois encore. Donc nous aurons encore des prestations à faire. Donc ça, c'est un budget qui est très coûteux sur le budget de la ville de Sainte-Anne. Je précise qui est pratiquement 2,5 millions. Sur le propre budget de la commune de Sainte-Anne, nous aurons pu utiliser ce budget-là pour faire autre chose. Voyez. Donc par conséquent, nous essayons de faire des propositions pour que nous puissions avancer dans le bon sens. Ce soir, on fera un point de coordination avec l'ensemble des maires. Bon, l'essentiel, c'est que chacun, entre les différents acteurs, entre l'État, la région, le département et les communes, voilà, on puisse bien coordonner nos efforts pour effectivement que la collecte et le ramassage se fassent le plus rapidement possible et qu'on mobilise tous nos moyens disponibles. Alors, curieusement, je fais une petite information, c'est qu'il y a une chercheuse guadeloupéenne en ce moment, Madame Gaspard, qui vient de trouver une façon d'utiliser ces sargasses pour faire une sorte de carbone qui peut dépolluer à la fois les eaux guadeloupéennes et aussi le sol du chlordécone. Alors bon, on peut utiliser cette recherche. D'ailleurs, il va être sera notre invité la semaine prochaine, on pourra en parler. Mais depuis 4 ans, il y a un travail qui fait de recherche à Fouillol avec Sarah Gaspard et elle a trouvé une méthode pour pouvoir utiliser ces sargasses et les transformer en carbone et puis qu'ils puissent dépolluer. On en parlera. On reçoit d'abord une femme, vous permettez, messieurs, Madame Avio, elle est directrice technique artistique de la Fédération Andiance. Alors, chaque année, je sais qu'il y a toujours une manifestation pour les personnes, entre guillemets, en difficulté de déplacement, on dit handicapées, mais j'aime pas tellement le mot. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année ? Alors en fait, notre dernière manifestation, c'était justement en 2019. Donc là, c'est une grosse reprise. Oui. Cette fois-ci, nous ne faisons plus la rencontre régionale, mais la rencontre nationale et concours national Handi-Danse pour toutes les personnes atteintes de problèmes moteurs, psychiques, de déficiences visuelles et auditives sur toute la Guadeloupe. Et aussi une grande première, puisque nous avons des danseurs en situation de handicap également qui viennent de la métropole. Donc ça va être un échange culturel extraordinaire. Et ça, c'est mercredi prochain. Alors, c'est ça, le mardi 14 au Palais des Sports, Laura Flessel. Oui. Nous avons donc à Petit-Bourg. Donc, de 10h à 11h, nous présentons à peu près une quinzaine de chorégraphies. Oui. Nous procédons tout de suite à la remise des prix et après, on recommence ce spectacle à 13h, présentation des chorégraphies, une quinzaine également et remise des prix. Oui. Voilà. Alors, mais pendant la période, enfin, la saison entre deux rencontres, comment les personnes en situation de handicap travaillent la danse ? Alors, c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de technique et puis beaucoup de répétition. Donc, comme pour tout à chacun, en fait. Donc, il y a un gros travail qui est fait justement aussi pour la valorisation de tous ces danseurs. Et puis, c'est un travail d'une année. Donc voilà, c'est une belle concrétisation pour eux et une belle mise en valeur de cette pratique. Et encore une fois, comme je vous dis, qui est très valorisante pour ces personnes qui le méritent. J'imagine. Donc 2 rendez-vous, donc mardi. C'est ça, le mardi 14 mars et également le 15 mars. J'organise une masterclass, tout est offert, pour justement faire danser sous forme de stage, faire danser toutes les personnes atteintes de handicap, mais quel que soit le handicap. Quel que soit le handicap. Quel que soit le handicap. Donc de 9h30 à 10h30, nous avons les personnes malvoyantes et aveugles. Nous avons de 10h30 à midi les personnes déficientes intellectuelles, handicapées mentales et autistes. Et nous avons de 13h30 à 15h les personnes handicapés physiques et moteurs, paraplégiques, même polyhandicapés. Oui. Et à la suite de cela, de 15h à 16h, ce sont les personnes sourdes et malentendantes. L'objectif, c'est de leur offrir en fait un moment de bonheur et de plaisir à travers cet art qu'est la danse et qui est adapté pour eux. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui. Et on trouve, j'imagine, en tant que chorégraphe spécialisé, il y a la méthode, comme on dit. Oui, c'est ça. Vous connaissez, hein. C'est ça, la méthode Avio qui porte mon nom depuis 1992, c'est ça. Et depuis 2017, je me bats pour que cette pratique soit reconnue en Guadeloupe. Hein. Je suis très attachée à la Guadeloupe, du reste, et parce que ça a été un grand moment de développement, en fait, pour toutes ces personnes handicapées. Donc la méthode s'est diffusée. Oui. J'ai organisé beaucoup de formations à l'hôpital pédopsychiatrique, enfin un petit peu partout, dans beaucoup de structures. Et vraiment, c'est un aboutissement pour moi et c'est pas fini. Il y a encore beaucoup à faire.
On vous remercie Cécile, en tout cas, on souhaite bonne chance et puis de continuer ce travail parce que ces personnes en situation de handicap ont besoin effectivement qu'on s'en occupe et qu'on ne les laisse pas parce que ce sont des êtres vivants et qui méritent de l'attention. C'est ça, elles vibrent comme tout à chacun à travers l'art. Donc voilà, elles ont besoin d'être mises en valeur et mises en lumière. Merci. Je me tourne vers le grand patron du CEDAC. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur QAB. Et quand vous venez ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va se faire. Absolument. Oui, ça fait longtemps que je viens ici, ça fait longtemps qu'il se passe des choses. et à chaque fois, j'ai le plaisir de travailler avec des grands musiciens, des artistes, des artistes reconnus. Oui. Et là, il s'agit de musique. Hein, c'est pour ça que mon ami Alain est à côté de moi. Grand guitariste devant l'éternel. Grand guitariste devant l'éternel. Il faut le dire. Bien le dire. Oui. On a déjà travaillé avec Mario Canonge, avec Jocelyn Ménard, avec tout un tas d'artistes de renom au niveau musique. Et là, on est très content, le CEDAC est content d'accueillir une formation qui s'appelle Guada Jazz, qui comprend quelques-uns parmi les meilleurs musiciens de la place. Je parle de Chouba, Sylvain Joseph, Alain, etc. Et deux invités prestigieux qui sont Jonathan Jurion et le grand saxophoniste de Sainte-Lucie, Luther François, qui se fait très très rare sur notre île. Mais on le voit moins qu'avant. Avant, il était plus présent. Oui, il était assez présent, effectivement. On le voyait régulièrement. Là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oui. Enfin, c'est quand même un des plus grands saxophonistes caribéens. Donc, je suis vraiment... Quand ils m'ont dit qu'il était dans le groupe, j'étais très très content. Oui. Et voilà, donc on les reçoit pour une tournée de 8 dates qui aura lieu du 17 au 26 mars. Et on vous détaillera les dates tout à l'heure. Et en fait, voilà, donc c'est un concert de jazz caribéen. Je crois qu'il n'y a personne de mieux qu'Alain pour présenter sa propre musique. Moi, je vais simplement dire que CEDAC est vraiment content d'accueillir ce groupe dans sa programmation. Alors, Alain, justement, Guada Jazz, alors, le concept, qu'est-ce que c'est au départ? Alors, le concept, il faut dire que Guada Jazz a vu le jour le 5 décembre 2004. Sa première prestation à l'époque, c'était autour de la fête de la musique en 2006. Et depuis, nous avons continué à travailler dans un groupe d'amis. Comme nous disons souvent, c'est l'amitié qui nous réunit en réalité, malgré ce côté très professionnel. Et donc, nous nous sommes attelés à travailler sur un style musical que nous avons baptisé K-Fusion. K-Fusion. Et donc, l'objectif en réalité, c'est de permettre justement à tout un chacun de s'exprimer entre la tradition et la modernité de la culture guadeloupéenne qui est le Gwoka. En fait, voilà. Donc c'est un peu ça, c'était l'idée et c'est ce que nous avons pu concrétiser après quelques réalisations d'albums, puisque nous avons quand même déjà réalisé 3 albums. Et là, nous sommes en phase de réalisation d'un 4e album, justement qu'on essaiera de présenter pour cette tournée. Et donc, avec, comme disait le président, des invités prestigieux. Ah oui, il y a du high level, là. Comment? Il y a du high level, je vois. Oui, non, mais je dirais simplement, sans aucune prétention, c'est un peu hot voltage. Oui, ça sonne bien, les compos sont bien faits, les arrangements sont bien faits. Et nous avons beaucoup bossé depuis, d'ailleurs, depuis... Alors, comme par hasard, la période de Covid nous a impliqués davantage dans la création. Et donc, comme partie de moi est sorti à droite, à gauche, donc tout un chacun, on communiquait par WhatsApp, par Internet. Ils sont là, Raouli. Et voilà, et ça se passait comme ça. Ça s'est aussi passé comme ça. Donc, aujourd'hui, eh bien, nous sommes très contents, très ravis de faire cette tournée parce que nous avons aussi un désir profond de présenter cette musique à la population guadeloupéenne, aux fans, bien évidemment, qui ça fait un moment, qui dit nous, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire, on va écouter un petit extrait quand même, puisqu'on a la vidéo. Tu nous mets le son, on entend un petit extrait quand même, ce que ça donne. Oui, ça va arriver. Donc. Ça arrive le son.
donne envie. Vraiment, ça donne envie. Je ne sais pas si la chorégraphie, de mon avis. Pas de problème. Nous, Ah on oui. se fait aussi, hein. Ah ouais, non, mais ils sont là bons. Alors, donc, alors, Alain Louis, Joseph Casimir, Christophe Garin, Sylvain Joseph, Philippe Chouba-Morbaye à la basse, Philippe Beauregard à trompette. Beauregard, on connaît l'histoire des Beauregard en Guadeloupe. Et Luther François, saxophone ténor, Jonathan Jurion. Alors, Claude, ça va commencer le 17 août. Oui, alors ça commence le 17 à Bémao, au centre culturel Gérard Lequel. Oui. Et ensuite, après, la tournée va passer à Basse-Terre. C'est à 20h, oui. La tournée passe à Basse-Terre, où il y aura l'auditorium de Basse-Terre, qui a rejoint d'ailleurs le réseau, qui est à nouveau. Ensuite, le dimanche, ça sera au MAT. Alors c'est important, c'est à 17h au MAC, dimanche. Ouais, dimanche 19, dimanche prochain. Dimanche 19 prochain, alors qu'à Basse-Terre c'est à 20h. Ensuite ça reprend le mercredi. Le mercredi c'est à Robert-Loison. Alors il y a deux séances. Il y a une séance à 16h pour les aînés et une séance à 20h pour le tout public. Voilà. Ensuite le vendredi soir, ça sera donc au Centre culturel Sonis. Inévitablement. Oui, incontournable. Incontournable, Sonis. Le samedi, ensuite, ça se passe chez Henri. Ah oui, alors, incontournable aussi, notre ami Henri à Marie-Galante, qui accueille tout le temps les tournées du CEDAC qui avait bonheur et qui fait le bonheur des musiciens d'ailleurs, et des Marie-Galantais. Et le dimanche, ça se termine au Casino du Gosier. Le CEDAC se porte bien, ça va, ça le CEDAC se porte bien, le CEDAC doit se développer davantage. Parce que quand même, c'est l'avantage de faire tourner les Combien artistes. d'années déjà de CEDAC? Ça a commencé en 2017 et ça a tourné en 2019 à la fermeture du Centre des Arts. Donc ça fait quand même plus de 10 ans et en fait, on aimerait bien passer un cap de reconnaissance supérieure pour être un peu plus aidé. Parce que quand même notre travail est fondamental pour la création. Parce qu'on permet aux artistes de jouer 7, 8, 10, 15 fois. Alors que normalement, la plupart du temps, ils jouent une fois ou deux et c'est fini. Donc c'est très important pour la Guadeloupe et on est en train d'essayer de faire monter le projet. C'est pas une cliente, mais j'ai posé quand même la question hier. Elle était ici invitée. Avant-hier, la directrice, la dame qui a mis en scène Géotie Archimède. Il faut Madame Armel. Et elle m'a dit, ça l'intéresserait de passer avec le CEDAC pour sa tournée. Oui, mais Géotie Archimède, ça nous intéresse. De toute façon, tout ce qui est création guadeloupéenne, ça nous intéresse. On fait parfois d'autres artistes de l'étranger, de l'extérieur, j'allais dire de l'étranger. Mais par contre, on est prioritairement fixé sur la création guadeloupéenne et donner les opportunités aux artistes, théâtre, musique et danse de développer leur spectacle. Et c'est pour ça que nous existons. Bonne chance sur ce Guadalajara qu'on viendra voir d'ailleurs. Ça vaut vraiment le déplacement. Vraiment le déplacement, oui. Ah, c'est des pointures. Non, c'est de la bonne musique. Il y en a Jasson et Picoulet. Sur le nouvel album, il sera après quand? Oui, très bientôt. Donc, au moins pour la tournée. Pour la tournée, à partir du 17. Voilà, on tâchera de faire diligence pour... C'est pas toujours facile de faire sortir l'album, mais on tâchera de faire le nécessaire. Bien, non, mais le son était très bon. Mais voilà, c'est la fin du ZCL déjà. Il est pratiquement 14h. Je rappelle qu'en début, on a reçu Sébastien Célestine de la Librairie Générale avec ce qu'on appelle l'affaire Jason. On espère que ça va se régler, puisque semble-t-il, les deux parties sont prêtes à se retrouver autour d'une table. On verra. Marilène Ferdi a invité Mariette Montpierre, qui va débuter une nouvelle série, une série de films Mamzelle à New York. Ça a l'air très, très, très intéressant. On a vu la bande-annonce et elle appelle un casting parce qu'elle recherche des comédiens, des comédiennes pour pouvoir tourner cette série de 6 épisodes. Première saison, 6 épisodes à partir du mois d'août. Claude Couavier et Alain Louis étaient là pour Guadalajara et Cécile Avio, bien sûr, la présidente de la Fédération Andine Danse, aussi pour le spectacle du 15 et le masterclass sur le 14 et le 15. 14 mars et 15 mars à Petit-Bourg. Voilà, on aura pratiquement tout dit. On a parlé aussi de cette rencontre qui s'est déroulée hier entre la presse et des élèves à la maison de la presse à Basse-Terre. C'était très intéressant. Le Lamentin a pris une motion de censure, une motion dans le cadre du chlordécone et demande la reconnaissance et la responsabilité de l'État. On a vu l'intervention du maire et président de l'association des maires. Je veux parler de Jocelyn Sapoti. Le nouveau préfet s'est rendu à Sainte-Anne qui est envahi par les Sargasses. Et pas seulement Sainte-Anne, parce qu'il faut dire qu'à Marie-Galante aussi, la situation à Désirade aussi, la situation... La marina, une catastrophe. Oui, très compliquée en ce moment. Catastrophe. Et donc, l'État doit
doit prendre ses responsabilités. Ben voilà, c'est avec ça on va terminer aujourd'hui. Bon week-end à vous. On se retrouve lundi pour une nouvelle série du ZCL de 12h30 à 14h du lundi au vendredi. Voilà, c'est fini. Réalisation, c'était Yann avec son assistante. Et je rappelle, si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez la possibilité de gagner 2 tickets, 2 passes pour la nuit du conte, 26 73 03. J'ai demandé simplement comment s'appelait le conteur que j'ai reçu hier ici, qui est venu parler de la nuit du conte. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye, à lundi. Bon week-end. Bon week-end.